Patrouillant au large, des chasseurs à réaction croisent en des missions mortelles. Leur intelligence est avancée, leur système de communication superbe. Pour l'instant, nous avons quelques difficultés à comprendre leur mystérieux message. Mais pas d'angoisse, les scientifiques veillent. Et pendant que sur une île du Pacifique, une fillette polynésienne est fascinée par une vision étrange, à 4800 km de là, au Texas, on cherche à établir le contact avec cette mystérieuse forme de vie. Des êtres peu communs qui sont capables des plus étonnants exploits, comme changer de couleur par exemple. Mais que signifie ces types de battements? Est-ce un signal, une tentative de communiquer avec notre monde? En tout cas, les recherches pour découvrir les secrets cachés de ces créatures ont commencé. Ce qui ne signifie pas que la vérité apparaisse toujours toute nue derrière l'écran de fumée. Et pourtant si, pour les animaux du monde, ces êtres étranges ont accepté de parler. Pour commencer, ils ne viennent pas d'une autre planète, tellement pas qu'ils sont cousins des limaces et des bigorneaux. Mais dans la famille des escargots, ils sont plutôt du genre TGV, plus connu sous le nom de seiches. Et parce qu'elles ne sont pas prétentieuses, en captivité, elles deviennent vite amies avec les humains. On peut même les apprivoiser. Et elles n'ont manifestement rien contre la main qui les nourrit. Le coup de tentacule très rapide et si précis qu'elles parviennent même à faire la distinction entre les doigts et la nourriture. Mais un doigt en lui-même provoque une attraction irrésistible pour ces animaux joueurs et curieux. Les seiches, comme les calmars et les pieuvres, sont des céphalopodes, les invertébrés les plus avancés que nous connaissions sur la planète Terre. Évidemment, elles préfèrent les profondeurs des océans, mais elles ne détestent pas non plus être l'attraction vedette d'un aquarium comme celui de Waikiki. Et si, comme leur nom l'indique, les céphalopodes ont plutôt tendance à marcher sur la tête, cela ne les empêche quand même pas d'avoir un cerveau très développé et ce qu'il faut bien appeler de l'intelligence. Pour les chercheurs, ces signaux sont une sorte de langage visuel dont nous commençons seulement à interpréter les messages. Il n'y a pas d'espèces natives de Hawaï et les quelques plongeurs qui en ont observé ont dû voyager jusqu'aux îlots rocheux reculés et couverts de jungle de Palau, en Micronésie, 6400 km à l'ouest, entourés de récifs de corail spectaculaires. L'histoire commence par un bel après-midi de l'été 1982. Dans ces eaux claires, des plongeurs aperçoivent une seiche majestueuse, croisant dans le récif comme un sous-marin multicolore.
Intrigués par cette apparition étrange et curieux de son comportement, ils suivent son sillage. Pas perturbée le moins du monde par la présence du caméraman, la seiche commença à pondre des œufs, utilisant ses bras pour les déposer délicatement, hors de vue, dans des crevasses du corail. Identifiée comme Sepia latimanus, si rarement vue qu'elle n'a pas de nom commun, elle appartient à la plus grande espèce de seiche, capable de grandir de plusieurs mètres de long. Ses fils et filles seront les premiers de leur race à s'adapter avec succès à la captivité. Quelques-uns des centaines d'œufs déposés ont été ramassés, emportés à l'aquarium, où dès le premier jour d'éclosion, ils ont été encouragés à établir une familiarité intime avec les humains. À Galveston, au Texas, on pense très sérieusement que nous avons une vision très erronée du monde des céphalopodes. Et on observe de près tous les animaux du laboratoire. Bien avant que l'on ne découvre les engins à réaction, les céphalopodes se déplaçaient ainsi à travers les mers, propulsés par l'eau qui passait par un tuyau sous la surface de leur corps. Mais ici, on élève aussi des pieuvres. Un système sophistiqué de réservoirs et d'abris en plastique leur fournit tous les conforts de la maison. Hors de l'eau, les corps des pieuvres deviennent flasques, comme un ballon dégonflé. Les 8 tentacules, souples, qui partent de la tête, sont constitués uniquement de tissus musculaires et peuvent exercer une force incroyable. La preuve, essayez donc de vous libérer de leur ventouse. Chaque bras en comporte plusieurs centaines qui ne servent pas seulement à prendre quelque chose, mais donnent aussi des informations tactiles et chimiques. Cela dit, nobody's perfect, et on ne peut pas vraiment parler de délicatesse dans l'étreinte d'accouplement des pieuvres. Ici, comme on voit, 2 mâles se disputent une femelle dans un extraordinaire match au corps à corps, bien entendu. Et dire simplement qui fait quoi semble impossible. Éventuellement, un couple se forme et le mâle, sur la droite, passera son sperme à la femelle en utilisant un bras modifié appelé l'ectocotylus. Au laboratoire, des pipes en plastique constituent des endroits parfaits pour attacher les groupes d'œufs et les mamans pieuvres prennent leur devoir maternel très au sérieux. Les œufs sont constamment gardés, bercés, caressés pour les nettoyer et les aérer, exactement comme ils le seraient dans la nature. Ici, les minuscules nouveau-nés vivent en concurrence, et même si elle est aquatique, c'est quand même la jungle. Parmi les espèces de pieuvres élevées à Galveston, toutes n'ont pas le caractère facile et ne considèrent pas comme une évidence ce qu'on appelle les rapports de bon voisinage. Au-toit de là que je m'y mette, et heureusement encore que le gamin du 3e ne fait pas ronfler sa mobilette. Une pieuvre contrariée peut l'exprimer par une danse de frustration. Mais comme partout, le meilleur moyen d'éviter les expulsions, c'est encore de fermer la porte aux envahisseurs avec fermeté. Dans la nature, elles aménagent leurs repères dans des coquilles vides ou dans des recoins rocheux des récifs.
Ce sol marin artificiel permet aux scientifiques d'étudier en détail leur extraordinaire habileté à manipuler des objets. Sans articulation, pour entraver les mouvements, les tentacules peuvent se courber à n'importe quel endroit de leur longueur et chaque ventouse peut bouger d'elle-même. Cela dit, dans chaque pieuvre sommeille un glouton vorace et une douzaine de crabes à la suite peuvent très bien être attirés dans le filet formé par les bras. Et quand la proie est ligotée dans un étranglement mortel, c'est le coup de grâce. En utilisant son bec caché pour percer la carapace du crabe, elle injecte un poison à action rapide qui paralyse sa victime. Après quelques convulsions, le crabe est mort. Une enzyme digestive liquéfie les tissus qui sont absorbés par la pieuvre. Et à la fin du repas, il ne reste plus qu'un squelette de crabe parfaitement désarticulé. À travailler sur les pieuvres, on va d'étonnement en étonnement. Un des problèmes majeurs que rencontre le chercheur est comment déjouer leur incroyable ingéniosité à trouver des moyens de s'échapper. La pieuvre, c'est le Houdini de la mer. Et même lui, le grand magicien spécialiste de l'évasion, serait stupéfait par ses contorsions pour passer à tout prix par les plus petits espaces. Pas évident de garder une pieuvre dans son bocal. Mais le contraire est vrai pour un autre céphalopode, le sépiolide. Cette créature ravissante préfère être enfermée et elle s'enterre elle-même le plus profond possible. Quand elle est presque recouverte, ses longs tentacules serpentent encore pour donner une touche finale à son camouflage. Des taches de couleur sur la peau ajoutent encore à la supercherie. Et tant pis pour l'innocente crevette de passage. Le tout petit calmar bai, lui, vit dans des eaux saumâtres au large du laboratoire de Galveston. Les calmars sont aussi des céphalopodes, mais les plus nombreux et les plus féroces. Ils varient en taille depuis des spécimens gros comme un doigt, comme ceci, jusqu'au grandiose calmar géant qui dépasse 17 mètres de long et peut provoquer un cachalot en duel. Hautement sociaux, créatures instruites, les calmars ont un regard superbe et communiquent entre eux en utilisant des combinaisons de gestes et des modèles de points, de rayures et de taches colorées. Ces étalages de couleurs palpitantes représentent la grammaire du langage visuel des calmars. Et c'est ce comportement qui fascine particulièrement les scientifiques de Galveston. Pour apprendre couramment ce langage mystérieux, ils ont besoin d'un fonds régulier et fiable d'animaux. Ils sont collectés de nuit dans les eaux calmes du golfe du Mexique, où les calmars sont attirés par des lumières brillantes à la surface de l'eau.
retour au laboratoire, le travail continue pendant la nuit sur les calmars fraîchement attrapés. Pour examiner les explosions de couleurs sur la surface de la peau, Roger Hanlon utilise des animaux légèrement anesthésiés. Même un calmar endormi doit être manipulé délicatement. Son bec, qui ressemble à celui d'un perroquet, peut mordre méchamment. Mais c'est le cerveau qui est derrière ce bec qui intrigue le plus. La peau des céphalopodes permet une vue parfaite en 2 dimensions. On voit les nerfs qui arrivent des lobes chromatophores, de minuscules cellules rondes qui donnent la couleur. Chacune d'elles est un sac élastique contenant un pigment coloré qui peut se dilater ou se contracter sous contrôle nerveux. Le mécanisme est unique dans la nature et la rapidité du changement est incroyable. Au-dessous, des cellules irisantes ajoutent de la couleur en réfléchissant la lumière ambiante comme des miroirs. C'est le contrôle nerveux qui permet à ce fantastique ballet de couleurs de s'étendre sur tout le corps comme par magie. Chez les calmars, ce système de signalisation commence déjà à remuer dans les groupes d'œufs déposés au fond de la mer. Les premiers stades embryonnaires ne montrent aucun signe d'activité chromatophore. Mais dès que le système nerveux se développe, ils commencent à étaler leurs premiers messages décoratifs semblables à des joyaux vivants. Quand ils éclosent, ils ont un manteau juvénile à pointillés bleus, un vocabulaire suffisant pour un langage de bébé calmar. Avec le manteau d'adulte, les dessins deviennent très élaborés. Et un calmar mature peut être capable de transmettre plusieurs messages différents en même temps à plusieurs autres individus. Étonnant, non? En fait, nous commençons seulement à comprendre l'étendue de la complexité des signes et nous sommes encore loin de comprendre ce qu'ils signifient et comment ils sont utilisés. Ce sont des signes tout simplement trop compliqués à décrire chez un céphalopode. Ils changent rapidement, ils s'imbriquent les uns dans les autres et pour l'instant, ils sont impossibles à interpréter. Autre dispositif visuel, le nuage qui passe, que l'on trouve chez les pieuvres et les seiches. Dans cette situation, il y a des vagues de couleurs qui vont de l'arrière à l'avant de l'animal en l'espace de quelques secondes. Ces fonctions: premièrement, mémoriser la proie. Deuxièmement, embrouiller un prédateur juste le temps de s'échapper. Souvent, quand une petite seiche approche une petite crevette par l'arrière et que la petite crevette se retourne de façon dramatique vers elle, la seiche va dresser plusieurs de ses bras et son nuage mouvant va se déplacer juste de l'autre côté de son corps. Résultat, la crevette croit une seconde qu'il s'agit d'un autre animal, une seconde qui lui est fatale, puisque c'est à cet instant précis que les tentacules vont sortir et saisir la crevette. Toutes les attaques ne s'accompagnent pas d'un roulement de vagues de couleurs. Les seiches peuvent aussi contorsionner leurs bras et hérisser leur peau.
Ce qui donne, il faut en convenir, une créature d'apparence redoutable. Mais le plus incroyable, c'est que les céphalopodes ne voient pas les couleurs. Pour eux, ce qui compte, pour la communication, ce sont uniquement la hardiesse et l'éclat de leur dessin. Quant à leurs couleurs, celles que nous voyons, elles ont évolué pour leur permettre de se fondre avec différents fonds et d'éviter d'être repérés par les prédateurs. D'autres habitants flamboyants des récifs sont coincés par une combinaison de couleurs permanentes, les anémones de mer par exemple, ou encore le poisson mandarin. En fait, seules les seiches et leurs petites familles possèdent une garde-robe suffisante pour faire face à chaque occasion. Étranges animaux du fond des mers. Tellement étranges en tout cas, qu'on aurait pu les croire venus d'ailleurs. À moins évidemment qu'ils ne nous préparent simplement au jour peut-être pas très lointain où les hommes se poseront sur une planète inconnue, totalement composée d'eau, la planète des seiches.